Nazca, un colibri de 93 mètres. Des centaines de droites qui filent sur des kilomètres à travers une plaine de pierres noires. Ces figures ne se lisent en entier que du ciel, et ceux qui les ont tracées ne volaient pas. Pourquoi dessiner ce que l'on ne verra jamais? Pour qui travaille-t-on pendant des siècles sans rien voir de son œuvre? Voici la pampa de Nazca. La réponse n'est ni un mystère perdu, ni une fantaisie venue d'ailleurs, et la science vient tout juste d'en trouver la clé. Tout commence par le lieu lui-même, l'un des endroits les plus secs de la planète. À midi, sur la pampa, le silence est complet. Pas un oiseau, pas un insecte, pas un souffle d'air. Le sol est noir jusqu'à l'horizon, couvert de millions de cailloux brûlants, et la chaleur monte en tremblant au-dessus des pierres. Celui qui marche là ne voit que des pierres. Puis il traverse une bande de terre claire, large comme une main ouverte, parfaitement droite, qui file vers l'horizon sans dévier d'un pouce. Il faut un instant pour admettre qu'elle n'est pas naturelle. Et rien, absolument rien depuis le sol, ne laisse deviner qu'il vient d'enjamber l'aile d'un oiseau long de plus de 90 mètres. Cette plaine se trouve à 400 km au sud de Lima, dans la région d'Ica, prise entre l'océan Pacifique et les premiers contreforts des Andes. C'est une terrasse de gravier presque plate, étirée entre deux rivières qui ne coulent qu'une partie de l'année. Les dessins y couvrent environ 450 km², la surface d'une grande agglomération moderne. Il y tombe quelques millimètres d'eau par an, et certaines années, pas une goutte. Un tel lieu paraît interdit à l'homme. Il ne l'a jamais été. Des rivières descendent des Andes vers cette côte, chargée de la fonte des neiges et des pluies de la montagne. En surface, elles s'assèchent des mois durant. Sous les galets, l'eau continue de circuler. Là où elle affleure, la vallée devient un ruban vert de quelques centaines de mètres de large. Du maïs, du coton, des haricots, des villages de briques crues. Le désert ne séparait pas les hommes de la vie. Il séparait une vallée fertile de la suivante, et il fallait le traverser. Ces vallées ont été habitées longtemps avant l'apogée de Nazca. Vers le 8e siècle avant notre ère, la culture Paracas occupait déjà cette côte, et ses habitants dessinaient sur le sol. Ils le faisaient à leur manière, en dégageant la pierre sombre pour faire apparaître la terre claire. Et surtout, ils le faisaient au bon endroit, sur les pentes des collines qui dominent les vallées. Des silhouettes humaines aux grands yeux ronds, des félins, des figures aux bras levés, orientés vers le bas. Depuis le fond de la vallée, il suffisait de lever la tête pour voir l'image entière. C'était un dessin fait pour être vu, placé exactement là où porte le regard. Puis, autour du début de notre ère, quelque chose change. Le dessin quitte la pente et descend dans la plaine. Sur la pente, l'image fonctionne. Sur la plaine, elle disparaît. Un homme debout au milieu d'une figure de 300 mètres n'aperçoit qu'une bande claire entre des cailloux noirs, qui s'éloigne et se perd. Le peuple qui prend cette décision ne perd pourtant pas la main. Ses tracés deviennent plus vastes, plus précis, plus ambitieux. Il choisit donc, en toute connaissance de cause, de tracer des figures que personne seul ne pourra embrasser du regard. En fin d'après-midi, la lumière rase la plaine et le contraste s'accuse. La ligne devient franchement lumineuse, presque phosphorescente entre les pierres sombres, et le sol semble parcouru de longues cicatrices claires. L'air fraîchit d'un coup, la pierre restitue la chaleur du jour, et le crissement des graviers sous la semelle porte étonnamment loin. On se tient à l'intérieur du dessin, exactement comme les hommes qui l'ont tracé, et on ne le voit pas. Il faut dire ce que cette plaine offrait, car elle n'a rien d'un terrain ordinaire. Les cailloux de surface ont pris avec les siècles une teinte brun sombre, presque noire, une pellicule d'oxyde de fer et de manganèse, ce que les géologues appellent le vernis du désert. Dessous, la terre est claire, sableuse, argileuse. Le sol est donc naturellement composé de deux couches superposées de couleurs opposées. À cela s'ajoute une pente si faible que l'eau ne ruisselle jamais, un vent trop paresseux pour déplacer les graviers, une absence presque totale de végétation. Aucun peuple de l'Antiquité n'a disposé d'une surface à dessiner aussi grande, aussi stable et aussi contrastée, une ardoise noire de 450 km². Ceux qui s'en sont saisis appartenaient à la culture Nazca, qui s'épanouit sur cette côte entre le 1er siècle avant notre ère et le 6e siècle de notre ère. Ils n'ont laissé aucune écriture, pas un signe, pas un chiffre gravé. Ils ont laissé autre chose, une céramique polychrome parmi les plus raffinées de l'Amérique précolombienne, où l'on compte parfois une dizaine de couleurs sur un même vase. Sur ces vases apparaissent un colibri, un singe,
une orque, des félins, des divinités aux longs appendices, exactement les mêmes créatures que celles tracées sur la plaine. C'est ce détail, plus que tout autre, qui rattache les dessins à ce peuple précis, à sa main et à son imaginaire. Puis tout s'arrête. Entre le 6e et le 8e siècle de notre ère, la société Nazca décline. Sécheresse prolongée, épuisement des sols, déboisement des vallées. Les villages se vident et plus personne ne trace de ligne. Le désert, lui, ne fait rien. Il ne recouvre pas, il n'efface pas. Il garde tout, intact, pendant plus de 1500 ans. Reste le geste lui-même. Le passage de la colline à la plaine n'est pas une maladresse ni une régression. C'est un changement de destinataire. Les Paracas dessinaient pour des yeux humains, depuis la vallée. Les Nazca, eux, ont continué à dessiner alors que l'image cessait d'être visible pour eux. Ils ont consacré des siècles de travail collectif à des figures dont ils ne pouvaient contempler que des fragments en marchant dessus. La question qui traverse toute cette histoire tient en une phrase. Pourquoi un peuple a tracé, il y a 2000 ans, des dessins que personne ne pouvait voir en entier? La plaine, elle, ne répond rien. Elle continue de chauffer au soleil, noire et silencieuse, avec ses cicatrices claires qui filent vers l'horizon. Le jour se lève à peine sur la pampa et la pierre est encore froide. Un homme s'avance dans les graviers avec un rouleau de corde sur l'épaule et une brassée de pieux de bois sous le bras. Il n'y a rien devant lui. Des cailloux sombres, une pente presque nulle, une ligne d'horizon parfaitement vide. Il plante un premier pieu, s'éloigne d'une trentaine de pas, en plante un second, se retourne et vérifie que les deux se superposent dans son œil. Ce matin-là commence une figure de 300 mètres. L'homme qui la trace ne la verra jamais. C'est ici que se loge le malentendu le plus tenace de toute cette histoire. Devant une image aussi vaste et aussi juste, l'esprit moderne conclut immédiatement qu'il a fallu un point de vue élevé, donc un vol, donc quelque chose que ce peuple ne possédait pas. La conclusion est fausse, et elle l'est de façon démontrable. Rien dans ces tracés ne dépasse ce qu'une équipe organisée peut réaliser au sol, avec de la corde, des piquets et du temps. Prenons la ligne droite, qui constitue l'essentiel de la plaine. La méthode employée est la plus ancienne du monde. L'alignement par visée. On plante 2 repères, on se place derrière le premier et l'on demande à un compagnon parti plus loin de se décaler à gauche ou à droite jusqu'à disparaître exactement derrière le second. Là où il s'immobilise, on plante le 3e repère. Puis on recommence. La droite ne se calcule pas, elle se propage, repère après repère, comme une conversation entre 2 personnes qui se voient de loin. Un obstacle ne l'interrompt pas. Lorsque le terrain s'effondre en ravin, l'équipe descend, remonte sur l'autre rive, retrouve l'alignement des jalons restés en arrière et reprend le tracé dans le même axe. C'est laborieux, ce n'est nullement mystérieux. Le vent est nul à cette heure, et le seul bruit sur des kilomètres est celui des semelles dans le gravier. La corde d'agave râpe la paume. Le bois des pieux, sec comme de la pierre, refuse d'entrer dans le sol tassé, et il faut l'enfoncer au galet. Sur cette table de pierre sans arbre ni rocher, un homme immobile à 500 mètres reste parfaitement lisible. La pampa est un lieu où l'on ne voit pas les dessins, mais où l'on voit les hommes. Pour les courbes, l'outil est encore plus simple. Une corde tendue, un pieu planté au centre, et l'on obtient un compas dont le rayon vaut ce que l'on veut, 10 mètres, 50, davantage. Les grands arcs du corps des animaux, les volutes, les spirales se construisent ainsi, par segments successifs dont on déplace le centre. Une spirale se trace en raccourcissant régulièrement la corde à chaque tour. Maria Reich, qui a passé un demi-siècle à mesurer ces figures, a montré que les grandes courbes se décomposent en une suite d'arcs de cercles réguliers, chacun issu d'un centre différent. Le dessin n'a pas été improvisé à main levée, il a été construit, morceau par morceau, comme un assemblage. Restait le plus délicat, qui n'est ni la droite ni l'arc, mais la proportion d'ensemble. Une aile de 90 mètres doit s'accorder à un corps, à un bec, à une queue, que l'on ne peut jamais embrasser du même regard. Les Nazca travaillaient d'après un modèle réduit. On dessine la figure en petit, on la découpe en segments, on relève pour chacun sa longueur et sa direction, puis on reporte ces valeurs sur le sol en les multipliant par un même facteur, avec la corde comme unité. Chaque portion reste courte, vérifiable à hauteur d'homme. L'immense n'est jamais affronté d'un seul tenant. Il est la somme de gestes ordinaires,
Les objets eux-mêmes sont restés sur place. Aux extrémités de certaines lignes, on a retrouvé les pieux de bois plantés par les traceurs, conservés par la sécheresse, encore debout dans les graviers. L'un d'eux a été daté par le radiocarbone. Il remonte aux environs de l'an 525 de notre ère. L'outil du chantier attendait au bout de son propre ouvrage, et il indique l'endroit exact où quelqu'un s'est arrêté, un jour, en enroulant sa corde. L'argument décisif est venu de l'expérience. Au cours des années 80, une petite équipe de volontaires accompagnant l'astronome Anthony Aveni s'est installée sur la Pampa avec du matériel comparable à celui des Nazca, sans plan imprimé et sans autre méthode que la visée et la corde. 10 personnes ont tracé une spirale de 35 mètres de long et d'1 mètre de large en 1 heure et demie. L'archéologue Persis Clarkson, qui a longuement travaillé sur ces géoglyphes, en a tiré la formule la plus juste. Il ne s'agissait pas d'une technologie difficile, il fallait seulement la volonté de le faire. Les tracés portent d'ailleurs la trace de leur propre fabrication. Certaines figures présentent des reprises visibles, des membres mal proportionnés, une tête un peu trop grande, un corps qui se referme de travers. Ce sont exactement les défauts que produit le report d'un petit modèle sur 300 mètres. Un observateur placé en hauteur les aurait corrigés sur le champ. Une hypothèse plus spectaculaire a pourtant été proposée et sérieusement mise à l'épreuve. Au milieu des années 70, une équipe a construit un ballon d'étoffe gonflé à l'air chaud en s'inspirant de la finesse des tissus Nazca et l'a fait décoller brièvement au-dessus de la pampa. La démonstration prouve qu'un ballon peut voler. Elle ne prouve pas que les Nazca en aient construit. Aucune sépulture, aucune céramique, aucun fragment de nacelle ne va dans ce sens. Et l'hypothèse demeure marginale, précisément parce que les méthodes terrestres suffisent à tout expliquer. Ce qui subsiste, une fois la technique élucidée, est plus troublant que l'énigme de départ. Le savoir-faire nécessaire tenait dans une corde, quelques pieux et une organisation collective. La dépense, elle, était considérable. Des centaines de personnes, des générations de travail, une plaine remodelée pendant des siècles. Ces hommes savaient parfaitement comment tracer. Ils savaient aussi, dès le premier pieu planté, qu'aucun d'eux ne contemplerait le résultat. Des dessins visibles seulement du ciel, tracés par des gens qui ne volaient pas. Si ce paradoxe vous retient autant qu'il me retient, un pouce levé aidera cette enquête à trouver d'autres curieux. Il faut s'agenouiller pour comprendre. Le voyageur qui pose la main à plat sur une ligne de Nazca ne rencontre pas un creux, pas une tranchée, pas une entaille. Il touche une surface tiède, poudreuse, à peine plus basse que le sol voisin. En glissant les doigts vers le bord, il sent la marche. 2 ou 3 travers de doigts, parfois un peu plus. Jamais plus de 30 centimètres, souvent beaucoup moins. La plus célèbre œuvre monumentale du monde antique est un décapage superficiel. On pourrait la refermer à la pelle en une saison, et personne, en un millénaire, ne l'a fait. Le dessin Nazca n'ajoute rien au paysage, il retranche. Les hommes n'ont pas creusé le sol, ils ont ôté ce qui le recouvrait. La couche de cailloux sombres qui tapisse la pampa n'a l'épaisseur que d'un poignet posé sur le sol. Dessous commence un limon clair, presque jaune, gorgé de sel et de gypse. Il suffit de balayer les pierres de côté pour que la clarté apparaisse. Une bande large comme 2 mains, dégagée sur quelques centaines de mètres, devient à midi une entaille lumineuse dans une plaque d'ardoise. Les grandes lignes droites font parfois la largeur d'un chemin, et certains trapèzes s'ouvrent sur des dizaines de mètres, mais le principe ne change pas. On ne fouille pas, on découvre. Les cailloux enlevés ne sont pas partis loin. Ils ont été repoussés vers les bords et empilés en bourrelets bas et sombres qui bordent la bande claire d'un liseré plus noir encore et empêchent le gravier de recoloniser la surface dégagée. Sur les pentes des collines, la même technique servait à l'envers. Les pierres accumulées formaient elles-mêmes la silhouette en relief, visible d'en bas grâce à son nombre porté. La nature de ces pierres explique la persistance du contraste. Leur noir n'est pas la couleur de la roche, mais un dépôt, une pédicule d'oxyde de fer et de manganèse qui s'accumule sur les faces exposées avec le concours de micro-organismes. Cette patine met des milliers d'années à se former et rien ne l'accélère. Le caillou retourné en l'an 300 montre encore aujourd'hui sa face claire. Chaque geste accompli sur la pampa y demeure inscrit à l'échelle géologique. Et c'est la raison pour laquelle un tracé vieux de 2000 ans se lie avec la netteté d'une craie sur un tableau noir. À l'aube, la plaine est étonnamment humide. Une buée fine se dépose sur les pierres, la poussière colle aux doigts, et le limon clair, imprégné de sel et de gypse,
durci en séchant comme un enduit. Ce mortier naturel se reprend chaque matin. Il soude les graviers entre eux, cimente le fond des lignes et transforme peu à peu la surface décapée en une croûte compacte que le pied ne creuse plus. Le lever du soleil sur la pampa n'est pas seulement un spectacle, c'est un chantier d'entretien qui fonctionne tout seul depuis 20 siècles. Une fois le procédé compris, un détail du tracé retient l'attention et il ne relève plus de la technique. Les figures d'animaux sont dessinées d'un seul trait. Le contour part d'un point, parcourt la totalité de la bête et revient à son origine sans jamais se recouper lui-même. Le colibri, le singe, l'araignée obéissent tous à cette règle. Le singe pousse la chose plus loin encore. Sa queue s'enroule en une spirale immense et l'ensemble se referme comme un circuit. Chez un peuple capable de tenir une droite sur des kilomètres, une contrainte pareille ne résulte pas du hasard. Un dessin fait pour être regardé n'a nul besoin d'être continu. Un dessin fait pour être parcouru, si. Et l'on retrouve là, sous une autre forme, la question qui traverse cette plaine. Ces figures n'ont peut-être jamais eu besoin d'être vues. L'effort que tout cela représente ne se devine pas depuis une photographie. Déblayer un seul animal de 300 mètres suppose de déplacer à la main plusieurs dizaines de tonnes de pierres, et une grande esplanade en réclame davantage encore. Les relevés effectués sur la plaine ont révélé le retour d'une même unité de longueur d'une figure à l'autre. La pampa n'a pas été improvisée, elle a été mesurée, par des gens séparés par des siècles. Reste alors la difficulté principale, et elle n'a rien d'archéologique. Un décapage aussi superficiel est, en toute logique, l'une des marques les plus fragiles qu'un homme puisse laisser sur la terre. Partout ailleurs dans le monde, une pluie d'orage, une saison de vent, une crue, une reprise de la végétation l'aurait effacé en quelques décennies. Les tracés Nazca, eux, ont traversé plus de 1500 ans d'abandon complet, sans surveillance, sans restauration, sans une main pour les entretenir. La réponse tient à une accumulation de circonstances qui ne se rencontrent presque nulle part. La pluie est quasi absente. La plaine est si plate que l'eau, lorsqu'elle tombe, ne ruisselle pas et n'entraîne rien. La végétation n'existe pas, donc aucune racine ne soulève la surface. Le vent lui-même est neutralisé d'une manière inattendue. Les cailloux noirs chauffent violemment au soleil et maintiennent au ras du sol un coussin d'air brûlant, plus léger, sur lequel les rafales glissent sans mordre. Maria Reich avait remarqué ce phénomène et y voyait la clé de la conservation. Le gypse du sol achève le travail en recollant chaque nuit ce que le jour a pu déceler. Rien n'a donc protégé ces dessins, au sens où l'on protège un monument. Ils ont simplement été tracés à l'endroit le plus immobile de la planète, dans une région où il ne se passe rien. C'est un privilège à double tranchant. La pampa conserve tout, sans distinction. La ligne du prêtre et l'ornière du camion, le pieu du traceur et l'empreinte du promeneur. Les traces de roues laissées par les premiers véhicules venus s'aventurer sur le plateau sont encore parfaitement lisibles, aussi franches que les géoglyphes, ces figures tracées à même le sol, qu'elles recoupent, et elles le resteront des siècles. Un sol qui n'oublie rien n'a aucune façon de distinguer un chef-d'œuvre d'une éraflure. En 1927, un archéologue péruvien longe le rebord de la Pampa, là où le plateau de gravier domine la vallée cultivée. Toribio Mejía Gespe travaille au pied des collines. Il cherche des cimetières et des tessons, et il marche depuis des heures. À un moment, en levant les yeux vers la terrasse, il distingue de longues bandes claires qui traversent la pierre sombre et s'éloignent en ligne droite. Il monte, les suit, en relève quelques-unes. Il comprend qu'elles sont l'œuvre des anciens habitants de la région. Il note, il redescend, et il ne se passe rien. Le silence qui suit cette découverte est le fait le plus déroutant du dossier. Un homme de métier vient de repérer le plus vaste ensemble graphique légué par l'Antiquité américaine, et l'affaire n'émeut personne, pas même lui outre mesure. Il présentera ses observations 12 ans plus tard, lors d'un congrès à Lima, sous la forme d'une communication modeste. Ce qu'il en dit mérite pourtant d'être retenu, car il y expose une intuition très juste. Selon lui, ces bandes étaient des chemins rituels, des routes sacrées, comparables à celles que les Incas faisaient rayonner autour de leur sanctuaire. Il voyait des voies de passage. La suite lui donnera largement raison, mais il faudra pour cela 3/4 de siècle et une petite révolution technique. Le rebord du plateau explique en partie cette indifférence. Depuis la vallée, à l'endroit exact où l'archéologue se trouvait,
La terrasse forme un talus bas, gris et poussiéreux, hérissé de cailloux noirs. La chaleur y monte en tremblant dès le milieu de la matinée. Les tessons de céramique craquent sous la semelle par centaines, et l'on croise encore, dispersés dans le gravier, des fragments de tissus et des ossements sortis des tombes anciennes. Dans ce désordre archéologique, quelques bandes claires ressemblent moins à un chef-d'œuvre qu'à un réseau de sentiers abandonnés. Tout bascule dans les années 30, et le changement ne vient pas de l'archéologie, il vient de l'aviation commerciale. Le Pérou, immense et fragmenté par la cordillère, adopte l'avion très tôt pour son courrier et ses liaisons intérieures. Des lignes régulières s'établissent le long de la côte, entre Lima et le sud du pays, et les appareils survolent à basse altitude cette plaine de pierre où il n'y a rien à signaler. Les équipages commencent à rapporter des choses étranges, des pistes claires parfaitement rectilignes, des quadrilatères, et parfois, en un bref instant, une silhouette d'animal grande comme un quartier de ville. En 1931, une expédition aérienne américaine photographie systématiquement la côte péruvienne et rapporte des milliers de clichés. Les formes de la pampa cessent alors d'être une rumeur de pilote. Le moment de la révélation reste, aujourd'hui encore, l'un des plus saisissants que puisse offrir un site archéologique. Le petit appareil monte lourdement dans l'air chaud. La cabine sent le kérosène et la tôle brûlante. Le bruit du moteur interdit toute conversation. En dessous, défile ce que l'on connaît déjà. Une étendue brune, griffée de rayures sans queue ni tête. Un fouillis de traits qui se croisent et se contredisent. L'avion s'incline sur l'aile, l'horizon bascule et le désordre s'ordonne d'un coup. Un bec apparaît, puis un corps, puis deux ailes déployées, et l'on tient sous les yeux un colibri de 93 mètres, entier, indiscutable, dessiné avec une élégance qui coupe la parole. Quelques secondes plus tard, l'angle change et l'oiseau se défait, redevenu un enchevêtrement de rayures. C'est là toute l'explication du silence de 1927. L'objet n'a pas changé, l'observateur s'est déplacé. Ces figures n'existent pas au sol. Elles y sont présentes, mais elles ne s'y forment pas. Il leur faut de la distance et de la hauteur pour se composer. Un archéologue à pied ne pouvait pas découvrir les dessins de Nazca, car ce qu'il avait sous les yeux n'était pas encore un dessin. Le vol n'a rien apporté à la pampa. Il a simplement fourni, 2000 ans après coup, le point de vue qui manquait. Ce détail donne à l'histoire une résonance particulière pour un public européen. L'homme s'est élevé dans les airs à Annonay puis au-dessus de Paris en 1783 grâce à une machine de toile et de papier mise au point par deux fabricants de papier ardéchois, les frères Montgolfier. 13 siècles séparent le dernier tracé Nazca de ce premier vol, et un siècle et demi encore le sépare des premières photographies aériennes de la Pampa. Une œuvre monumentale a donc attendu, intacte et illisible, que l'espèce humaine se dote du regard capable de la recevoir. Une fois le survol devenu possible, il fallut compter. Le résultat du recensement contredit franchement l'idée que l'on se fait du site. Les figures d'animaux et de plantes, celles que le monde entier connaît, se comptent par dizaines. On en dénombrait environ 70 avant les recherches récentes. Les formes géométriques dépassent les 300. Quant aux longues droites, on en a relevé plusieurs centaines, jusqu'à 800 selon les décomptes, certaines filant sur plusieurs kilomètres. Le colibri, le singe et l'araignée, sur lesquels repose la célébrité mondiale du lieu, occupent une fraction minuscule de la surface dessinée. La pampa est avant tout une plaine de lignes, de triangles et de trapèzes. Les plus grands de ces quadrilatères mesurent plusieurs centaines de mètres de long et s'ouvrent en éventail, comme des esplanades vides posées sur la pierre. Ils ne représentent rien, ils ne racontent aucune histoire, ne figurent aucune créature, ne se prêtent à aucune interprétation immédiate. Et ce sont eux, non les animaux, qui constituent l'essentiel du travail accompli sur ce plateau pendant des siècles. Les bêtes fascinent le regard moderne parce qu'elles se laissent reconnaître. La géométrie, elle, occupe le terrain. À quelques kilomètres de la Pampa, dans la vallée, le sol s'ouvre. Une dépression circulaire s'enfonce en entonnoir, bordée d'un mur de galets posé à sec en spirale descendante. On y descend en tournant, marche après marche, et la température chute de plusieurs degrés en une trentaine de pas. Au fond, dans l'ombre, l'air devient humide et sent la pierre mouillée. Une eau claire y circule, sans bruit, dans un canal couvert. Elle coule ainsi depuis 1500 ans, et elle irrigue encore aujourd'hui les champs de coton qui entourent la ville de Nazca. Ces puits en tire-bouchon s'appellent des pukios. On en compte plusieurs dizaines dans la vallée,
une trentaine à Cantalloc pour le seul secteur le mieux conservé, et ils appartiennent au même monde que les lignes du plateau. Ce sont les mêmes mains, la même époque, la même société. Et il s'agit sans doute de l'ouvrage le plus impressionnant que ce peuple ait laissé, bien qu'il ne se voie pas d'avion. Le principe repose sur une observation exacte du régime des rivières. Les cours d'eau descendus des Andes s'assèchent en surface pendant la plus grande partie de l'année, mais leurs nappes continuent de circuler sous les galets du lit. Les Nazca sont allés la chercher là où elle se trouvait, parfois à plusieurs kilomètres en amont des cultures, et l'ont conduite jusqu'au champ par des galeries creusées en pente très douce, couvertes de dalles de pierre et de troncs de warango, ce bois de fer local qui ne pourrit pas. L'eau reste ainsi à l'abri de l'évaporation sur tout son parcours, avant d'être stockée dans des bassins à ciel ouvert au moment de la distribution. Dans une vallée où la chaleur reprendrait en surface la moitié de ce qu'on lui confie, il fallait transporter l'eau sans jamais la montrer au soleil. Restait la question des spirales. Pendant longtemps, on les a tenues pour de simples regards d'entretien, des accès permettant aux villageois de descendre curer la galerie une fois l'an. Une étude fondée sur l'imagerie satellitaire a proposé une lecture plus ambitieuse. En cartographiant la position de tous les puits et leur relation au vent dominant, les chercheurs ont montré que les entonnoirs captent l'air en surface et le poussent dans les conduits. La différence de pression ainsi créée aide l'eau à progresser dans les galeries. Le Puccio ne serait donc pas seulement une ouverture, mais une pièce active du système, une pompe sans mécanisme, alimentée par le vent. La même étude a permis de trancher un vieux débat sur l'âge de l'ensemble. Ces ouvrages sont bien antérieurs à l'arrivée des Espagnols. Cette évidence éclaire la plaine d'une lumière différente. Un peuple qui consacre autant d'efforts à l'eau invisible n'a guère de raison de consacrer dans le même temps des siècles de travail collectif à un ornement gratuit. Et lorsque l'on cesse de regarder les figures pour observer où elles se trouvent, la géographie parle d'elle-même. Les grands trapèzes, ces esplanades vides qui occupent l'essentiel du plateau, ne sont pas distribués au hasard. Les relevés de l'astronome Anthony Aveni et de ses collaborateurs ont établi que leurs axes suivent très souvent la direction de l'écoulement souterrain et qu'ils s'ouvrent vers les lits des rivières, en particulier vers les points où l'eau réapparaît à la surface. Beaucoup d'entre eux pointent, à l'autre extrémité, vers les contreforts andins, c'est-à-dire vers l'origine de cette eau. Certains sont même installés en travers des quebradas, ces ravines sèches qui ne s'animent qu'en cas de crue exceptionnelle. Les fouilles menées sur les extrémités des lignes et sur le pourtour des esplanades ont livré la contrepartie matérielle de cette orientation. On y a mis au jour des dépôts de céramique brisés intentionnellement, des restes de nourriture et des coquillages marins, notamment ceux d'un mollusque rouge des eaux chaudes de l'équateur, le spondyle, transporté sur plus de 1000 kilomètres. Dans tout le monde andin, ce coquillage est l'offrande de l'eau et de la fertilité par excellence. Sa présence signifie que ces surfaces dégagées étaient des lieux où l'on venait déposer quelque chose en demandant quelque chose en retour. C'est sur cet ensemble d'indices que s'appuie l'interprétation défendue notamment par l'anthropologue Johann Reinhard. Selon cette lecture, les tracés de la pampa relèvent d'un culte de l'eau et de la fertilité. Les esplanades auraient servi de scènes cérémonielles tournées vers les sources, les sommets et les nappes, et les figures y auraient été offertes comme une prière déposée à même le sol, adressée aux montagnes qui donnent la pluie. Reinhardt s'appuie sur un argument ethnographique solide. Dans les Andes actuelles, on connaît des communautés qui entretiennent de longues lignes rituelles tracées vers les sommets et qui les parcourent en procession lors des cérémonies liées à l'eau. L'ampleur de l'enjeu se mesure à la manière dont cette histoire se termine. Entre le VIe et le VIIe siècle, une succession de sécheresses prolongées frappe la côte sud, aggravée par le recul des forêts de Warango, dont les racines retenaient la nappe et fixaient le sol. Les cultures reculent, la société se défait, et la plaine cesse d'être dessinée. Le peuple qui avait maîtrisé l'eau souterraine mieux que quiconque en Amérique a été emporté par le manque d'eau. Cette explication tient debout, et elle explique beaucoup. Elle n'explique pas tout. Un culte de l'eau justifie l'empassement des esplanades, leur orientation, les offrandes déposées à leur pourtour. Il rend compte de ce que l'on venait faire sur la pampa. Il ne rend pas compte de la forme. Rien n'oblige une prière adressée aux montagnes à prendre l'apparence d'un singe de 100 mètres tracé d'un seul trait continu. Le motif de l'eau donne le mobile.
il ne donne pas encore le dessin. Le singe de la pampa a une queue démesurée qui s'enroule en spirale sur plusieurs dizaines de mètres. On peut y entrer. Le contour du corps forme un couloir clair d'environ 1 mètre de large, et rien n'empêche d'y poser le pied et de le suivre. Le tracé conduit le long d'une patte, contourne la tête, redescend par le dos, puis s'engage dans la spirale, tourne, se resserre, atteint le centre et ressort en épousant l'autre bord. Le parcours complet fait plusieurs centaines de mètres. Il commence à un endroit précis, il finit à un endroit précis et il ne se recoupe jamais. Ce n'est pas une image que l'on regarde, c'est un itinéraire que l'on effectue. Cette propriété, longtemps prise pour une élégance de dessinateur, est la clé la plus concrète dont on dispose. Une figure destinée à l'œil n'a aucun besoin d'être continue ni d'éviter ses propres croisements. La contrainte coûte cher et complique tout. Une figure destinée aux pieds, en revanche, l'exige. Ajoutons que les extrémités des animaux se raccordent presque toujours à l'une des grandes droites qui traversent la plaine. On arrive à la bête par un chemin, on la parcourt, on repart par un autre. Sur la pampa, les figures ne sont pas des tableaux accrochés à la terre, ce sont des nœuds dans un réseau de circulation. Ce réseau a été cartographié. Au cours d'un travail de terrain mené sur plusieurs années, l'astronome Anthony Aveni et l'anthropologue Gary Hurton ont relevé plusieurs centaines de droites et découvert qu'elles ne se dispersent pas au hasard, elles convergent. Ils ont identifié au moins 62 points de convergence qu'ils ont nommés centres rayonnants. De chacun d'eux partent des lignes en éventail, de 3 ou 4 jusqu'à plus d'une vingtaine, comme les rayons d'une roue. Et ces centres se ressemblent tous de façon troublante. Il s'agit presque toujours d'une petite éminence naturelle, une butte ou un mamelon de gravier, couronné d'un amas de pierres empilées à la main. L'ensemble compose une géographie parfaitement lisible dès que l'on cesse de chercher un dessin. Les centres rayonnants s'échelonnent en bordure du plateau, le long des vallées, et les lignes qui en partent relient les points hauts entre eux, franchissent la plaine et retombent vers les vallées voisines. La pampa cesse d'être une feuille couverte de gris bouilli pour devenir ce qu'elle a toujours été, un espace traversé, structuré par des voies qui mènent quelque part. Le sol confirme le mouvement. Sur les grandes lignes et sur les esplanades, le gravier a été tassé, poli, écrasé par un passage répété. Les tessons de céramique s'y accumulent en quantité, souvent brisés sur place, et se concentrent aux abords des buttes couronnées de pierres. Sur certains tracés, l'usure diffère d'un bord à l'autre, comme si l'on avait circulé dans un sens en suivant une rive du chemin. Ces surfaces ont été foulées, longtemps, par beaucoup de monde. Un rapprochement s'impose alors avec ce que l'on connaît de l'organisation andine ultérieure. Autour de Cusco, capitale inca, 41 lignes idéales appelées sequec rayonnaient depuis le temple principal vers l'horizon, chacune confiée à un groupe de parenté qui en assurait l'entretien et les cérémonies. Aveni et Hurton ont proposé de voir dans les centres rayonnants de la pampa un ancêtre lointain de cette logique. La même manière de penser un territoire depuis un centre, en rayons entretenus par des groupes distincts. L'hypothèse rend compte d'un fait autrement inexplicable, la répétition des tracés sur des siècles. On n'entretient pas une œuvre d'art, on entretient un chemin dont on a la charge. Et ces chemins mènent quelque part. À l'écart de la plaine, sur la rive sud de la rivière Nazca, s'étend Kawachi. Longtemps, on n'y a vu que des collines. Ce sont des pyramides. Le site aligne plus de 40 monticules remodelés en terrasses et coiffés de constructions en briques crues, avec des places, des enceintes et des salles d'offrande. Il s'agit du plus vaste ensemble cérémoniel en briques de terre crue connu au monde. Les fouilles menées pendant plusieurs décennies par l'archéologue italien Giuseppe Orefici y ont livré des textiles, des céramiques peintes, des dépôts votifs en abondance. L'anomalie de Kawachi est ailleurs, et elle est décisive. On n'y trouve presque pas de traces d'habitation permanente, peu de foyers domestiques, peu de déchets de la vie quotidienne, pas de quartier résidentiel digne de ce nom. Le lieu est monumental et vide. La conclusion des chercheurs, notamment de l'archéologue Elaine Silverman, est qu'il ne s'agissait pas d'une capitale, mais d'un sanctuaire de pèlerinage, désert la plus grande partie de l'année et rempli lors des grandes cérémonies par des gens venus de toutes les vallées environnantes. Le silence y est aujourd'hui le même que sur la pampa, mais la matière change. On ne marche plus sur du gravier noir.
La poussière est fine, ocre. Elle monte à chaque pas et se dépose sur les lèvres. Les pyramides ont perdu leurs angles, adoucis en dunes régulières, et l'on ne devine leur géométrie qu'à la lumière rasante du soir. Sous les pieds affleurent des fragments de tissu, des épis de maïs desséchés, des morceaux de céramique polychrome que 15 siècles n'ont pas décolorés. La relation entre ce sanctuaire et la plaine est désormais établie sur des bases concrètes. Les travaux récents de l'équipe de l'archéologue Masato Sakai ont montré que les géoglyphes se répartissent selon plusieurs modes de fabrication et que ces types se distribuent le long de différents itinéraires convergeant vers Kawachi. Autrement dit, les figures ne sont pas semées au hasard sur le plateau. Elles jalonnent des routes, et ces routes conduisent au grand centre cérémoniel. Marcher sur la pampa, c'était avancer vers un but en traversant une succession d'images. Ce que cette lecture éclaire, l'esplanade vide le confirme. Un trapèze de plusieurs centaines de mètres, ouvert en éventail, sans motif ni contenu, n'a aucun sens comme dessin. Il en a beaucoup comme lieu. Une place dégagée où une communauté se rassemble, une aire de cérémonie balayée jusqu'à la terre claire, un espace fait pour contenir des corps. La plaine tout entière apparaît alors comme une architecture sans mur, où les lignes tiennent lieu de couloirs, les esplanades de salles et les animaux de station le long du parcours. Ce renversement dissout la difficulté initiale, mais il ne l'efface pas complètement. Si le geste importait plus que l'image, si tout se jouait dans le trajet, rien n'obligeait à donner à ces trajets la forme exacte d'un colibri, d'une araignée ou d'une orque, avec des proportions justes et une figure reconnaissable. Un chemin rituel n'a pas besoin de ressembler à quoi que ce soit. Celui qui marche à l'intérieur du singe ne perçoit qu'un couloir clair entre des cailloux noirs. La forme, elle, existe pourtant, et elle a coûté un travail considérable. Elle était donc lisible par quelqu'un. Le 22 juin 1941, en fin d'après-midi, un historien américain se tient sur la pampa, au bout d'une longue ligne droite. Paul Kosok n'est pas venu pour les dessins. Il étudie les systèmes d'irrigation anciens de la côte péruvienne et il soupçonne que ces bandes claires sont des canaux asséchés. L'idée ne résiste pas à l'examen, car les tracés montent et descendent sans se soucier de la pente, ce qu'aucun canal ne peut faire. Il s'apprête à repartir. Le soleil descend. Il lève les yeux et l'astre vient se poser exactement dans l'axe de la ligne à ses pieds, au point précis de l'horizon vers lequel elle pointe. Ce jour-là est le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, la nuit la plus longue de l'année, celle où le soleil atteint son couchant le plus septentrional avant de revenir sur ses pas. La coïncidence a de quoi saisir. Kosok déclarera plus tard avoir eu le sentiment de contempler le plus grand livre d'astronomie du monde. La formule est restée, et elle a orienté 30 ans de recherche. Le raisonnement qui en découle est cohérent. Une société agricole dépendant d'une eau saisonnière a un besoin vital de savoir où elle se trouve dans l'année, quand semer, quand attendre la crue, quand se rassembler. Sans écriture ni instrument, le seul calendrier disponible est le ciel. Marquer au sol la direction d'un lever ou d'un coucher remarquable, c'est fabriquer une horloge annuelle permanente, lisible par tous, indestructible. Les lignes de la pampa se prêtaient parfaitement à ce rôle. Maria Reich reprend cette piste et lui consacre l'essentiel de son travail. Elle mesure, relève des azimuts, dresse des plans et découvre des correspondances. Certaines lignes s'orientent vers les couchers de solstice, d'autres vers le lever des Pléiades, cet amas d'étoiles dont la réapparition à l'aube annonce dans tout le monde andin la saison des pluies et le retour de l'eau dans les vallées. Elle va plus loin et propose de lire les animaux eux-mêmes comme des constellations transposées au sol. Le singe figurant, selon elle, la grande ours, dont la position dans le ciel signalait l'approche des pluies. À midi sur le plateau, cette hypothèse paraît presque évidente. Le ciel y est d'une pureté qui n'existe plus dans les régions habitées, sans humidité, sans poussière, sans la moindre lueur artificielle la nuit venue. L'horizon est plat sur 360 degrés, dégagé comme sur un pont de navire. Après le coucher du soleil, la température chute brutalement. Le gravier restitue sa chaleur en craquant, et les étoiles apparaissent avec une densité qui désoriente le voyageur venu d'Europe. Debout au bout d'une ligne, dans ce noir absolu, on comprend sans effort qu'un peuple ait pu tracer sur la terre ce qu'il lisait au-dessus de sa tête.
L'ennui est que la conviction ne suffit pas, et que la pampa piège quiconque cherche des correspondances. Le problème est d'ordre statistique, et il se formule simplement lorsqu'on dispose de plusieurs centaines de droites orientées dans toutes les directions, et d'un ciel où défilent le Soleil, la Lune, les planètes et des dizaines d'étoiles brillantes tout au long de l'année, il devient mathématiquement impossible de ne pas trouver des alignements. Le hasard seul en produit une abondance. C'est exactement ce qu'a vérifié l'astronome britannique Gerald Hawkins, connu pour ses travaux sur les monuments préhistoriques et disposant d'un des premiers programmes informatiques capables de comparer des orientations de terrain à des positions astronomiques. Au début des années 70, il applique cette méthode à 186 lignes de la Pampa en testant les positions des astres aux époques concernées. Le résultat est sans appel. La proportion de lignes présentant une orientation astronomique significative est d'environ 1/5, c'est-à-dire précisément ce que produirait une distribution aléatoire. Anthony Aveni, une décennie plus tard, refait le calcul sur un corpus plus large et avec une méthode affinée. Il aboutit à la même conclusion. Le sort réservé à la seconde partie de la théorie est plus net encore. L'idée que les figures d'animaux reproduiraient des constellations ne résiste pas à l'examen, pour une raison simple. Les peuples de la Cordillère lisaient le ciel austral en identifiant aussi les taches sombres de la Voie lactée, auxquelles ils donnaient des noms d'animaux. Aucune correspondance de forme n'a pu être établie avec les silhouettes de la Pampa, qui ressemblent aux animaux peints sur les céramiques Nazca, pas à des configurations d'étoiles. Il serait injuste de conclure que tout cela fut vain. La recherche a écarté la version forte de l'hypothèse, celle du calendrier généralisé, et non la présence de toute intention astronomique. Plusieurs alignements solsticiaux résistent au test, notamment sur des lignes importantes rattachées à des centres rayonnants. Aveni lui-même, tout en démontant la thèse du grand livre céleste, a proposé la lecture qui fait aujourd'hui consensus. Là où une orientation astronomique existe, elle se rapporte moins aux astres pour eux-mêmes qu'à ce que leur position annonce, c'est-à-dire l'arrivée de l'eau dans les vallées. Le lever des Pléiades ne dit pas la même chose à un astronome et à un irrigant. Pour le second, il signifie que la rivière va bientôt couler. L'astronomie retrouve ainsi sa place exacte, plus modeste et plus juste, non pas la clé de la Pampa, mais un des instruments dont ce peuple se servait pour organiser un calendrier tout entier tourné vers l'eau. Le ciel indiquait la date, le sol indiquait le chemin, et les deux servaient la même préoccupation. Il faut mesurer ce que le travail de vérification a exigé. Les 186 lignes testées avaient d'abord été relevées, orientées et mesurées une à une sur le terrain. Une part considérable de ces mesures, celles-là même qui ont fini par contredire la théorie, provenaient de relevés effectués à la boussole et au ruban pendant des décennies. Au petit matin, sur le plateau, une silhouette avance lentement dans le gravier. C'est une femme âgée, coiffée d'un chapeau de toile, vêtue d'une blouse claire. Elle porte sous le bras une échelle pliante et dans la main droite, un balai de ménage ordinaire. Elle s'arrête au bord d'une bande claire, se penche et se met à balayer. Elle repousse le sable accumulé pendant la nuit, dégage la terre pâle, remonte le long du tracé sur plusieurs dizaines de mètres et recommence. Ce jour-là, comme des milliers d'autres jours, l'entretien de la plus vaste œuvre graphique de l'Antiquité américaine repose sur une personne seule, munie d'un balai. Elle s'appelait Maria Reich. Née à Dresde en 1903, formée aux mathématiques, à la physique et à la géographie, elle parlait 5 langues et n'avait aucune raison particulière de finir sa vie dans un désert d'Amérique du Sud. En 1932, à 29 ans, elle répondit à une annonce du consul d'Allemagne à Cusco qui cherchait un précepteur pour ses enfants. Elle traversa l'Atlantique pour un emploi provisoire. Elle ne repartit jamais durablement. Les années suivantes furent celles d'une existence précaire à Lima, faite de traductions techniques, de cours particuliers et de petits travaux. C'est ainsi qu'elle croisa Paul Kosok, dont elle traduisit un texte, et qu'elle se retrouva sur la Pampa en 1941. Lorsque l'historien quitta le Pérou à la fin de la décennie, elle hérita d'un chantier immense et d'aucun moyen. Elle décida de le poursuivre seule. Le travail qu'elle entreprit alors relève moins de la révélation que de l'obstination arithmétique. Elle arpentait le plateau à pied, du lever du jour jusqu'à la chaleur insupportable de la mi-journée, mesurant chaque tracé au ruban, relevant chaque direction à la boussole.
Elle dressa des plans à l'échelle, figure par figure, d'une précision que personne n'avait tentée avant elle. Elle nettoyait aussi, méthodiquement, parce qu'une ligne ensablée devient invisible et qu'une ligne invisible cesse d'exister. Sa vie matérielle se réduisit à l'essentiel. Elle occupa d'abord une petite maison de briques en bordure du désert, sans confort ni électricité, puis une chambre modeste dans un hôtel de la ville de Nazca. La pièce tenait du bureau d'ingénieur davantage que de la chambre d'hôtel. Des rouleaux de plans, des règles, une boussole, des carnets de mesure empilés, l'odeur de papier chaud et de poussière que le vent du soir ramenait du plateau. Elle y recevait chaque semaine les voyageurs de passage pour leur expliquer, gratuitement, ce qu'ils venaient de survoler. Le désert lui fit payer cette persévérance. Une gangrène qui lui coûta un doigt, une peau ruinée par des décennies de soleil vertical et une vue qui déclina, puis s'éteignit. Ce qui donne à cette existence son intérêt véritable n'est pourtant pas le sacrifice. C'est une décision de méthode, prise très tôt et tenue jusqu'au bout. Maria Reich comprit avant tout le monde que ces tracés étaient exposés à une menace immédiate, et elle qualifia la pampa de manuscrit extrêmement fragile. Le sol du plateau ne pardonne rien, et une empreinte y demeure aussi longtemps qu'une figure. Elle s'employa donc à interdire ce qu'elle-même faisait avec précaution, marcher sur les lignes. Elle paya de sa poche des gardiens chargés de patrouiller le plateau, sur le produit de ses conférences et de ses ventes de livres, et intervint sans relâche auprès des autorités pour obtenir une réglementation de l'accès. Elle imagina, puis finança en partie, une solution née du défaut même de ses dessins. Une tour métallique d'une douzaine de mètres plantée au bord de la route, parce qu'au sol, on ne voit rien. Depuis cette plateforme, un visiteur aperçoit 2 ou 3 figures en vue oblique, sans poser un pied sur le gravier. Elle savait mieux que personne ce que ces tracés ont d'insaisissable. On ne les voit pas quand on est dessus. Le Pérou finit par lui rendre ce qu'elle lui avait donné. Elle reçut des plus hautes distinctions de la République, obtint la nationalité péruvienne à la fin de sa vie, et publia à 90 ans l'ensemble de ses résultats scientifiques. Elle mourut le 8 juin 1998, à 95 ans. Elle repose à l'entrée du plateau, à quelques minutes de marche des tracés qu'elle avait passé un demi-siècle à mesurer. Il y a dans cette histoire une ironie que la science pratique rarement avec autant de netteté. Les relevés patiemment accumulés par cette femme constituèrent le corpus de référence sur lequel travaillèrent, des années plus tard, les chercheurs qui démontèrent l'interprétation astronomique à laquelle elle avait consacré sa vie. Sa théorie n'a pas résisté. Ses mesures, elles, ont tenu. Et elles servent encore. Elle avait fourni les outils de sa propre réfutation, ce qui est la définition même d'un travail honnête. Reste la question qui donne à cette biographie tout son sens. Ces dessins avaient traversé 15 siècles d'abandon complet, sans une main pour les entretenir, protégés par la sécheresse, l'immobilité de l'air et l'absence totale d'événements. Rien ne les menaçait. Puis, en l'espace d'une génération, il devint nécessaire qu'une femme dorme dans le désert, engage des gardiens et balaie les lignes à la main pour qu'elles subsistent. Ce n'est pas le climat qui avait changé, c'était la présence des hommes, et elle fut la première à le comprendre. À l'écart de la plaine, sur le flanc raide d'une colline, une figure humaine se tient debout dans la pierre. Elle mesure une trentaine de mètres, la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Le corps est massif, les jambes courtes et écartées, les pieds tournés vers l'extérieur. La tête est parfaitement ronde, presque disproportionnée, percée de 2 grands yeux circulaires qui semblent fixer le vide. Un bras pend le long du flanc, l'autre est levé vers le ciel, paume ouverte. Depuis la piste qui passe en contrebas, dans la lumière oblique de la fin d'après-midi, la silhouette se détache avec une netteté saisissante et paraît regarder celui qui l'observe. Son emplacement contredit tout ce que l'on trouve sur la pampa. Les grandes figures du plateau reposent à plat, illisibles au sol. Celle-ci est plaquée sur une pente, orientée vers le bas, exactement dans la tradition des versants dessinés bien avant l'apogée Nazca. Elle a été conçue pour être vue par des hommes, depuis la vallée, sans effort et sans hauteur. C'est l'une des rares figures de la région dont la fonction visuelle ne fait aucun doute. Le monde entier la connaît pourtant sous un autre nom. On l'appelle l'astronaute. Ce baptême ne remonte ni à ses auteurs, ni aux premiers archéologues. Il date des années 60, au moment précis où l'humanité regardait des hommes en scaphandre marcher devant des caméras. La tête ronde devint un casque, les yeux circulaires une visière, le bras levé un salut. Personne, avant l'ère spatiale, n'avait vu la moindre combinaison dans ce personnage.
L'image que nous croyons lire sur cette colline a été fabriquée par notre propre époque. L'idée s'installa durablement à partir de 1968, lorsqu'un auteur suisse, Erich von Däniken, publia un ouvrage à très large diffusion soutenant que plusieurs monuments anciens auraient été inspirés par des visiteurs venus d'ailleurs. La pampa y occupait une place de choix. Les longues bandes rectilignes et les grands trapèzes y étaient présentés comme des pistes d'atterrissage, et la figure de la colline comme le portrait d'un équipage. Le livre connut un succès planétaire et fut traduit dans des dizaines de langues. Pour des millions de personnes, ce fut la première et parfois l'unique information reçue sur ce site. L'argument s'effondre au contact du terrain, et il s'effondre par le bas. Une piste destinée à un appareil doit offrir une surface portante, dure, compactée. Les trapèzes de la pampa sont exactement l'inverse. Le décapage a retiré la couche de cailloux qui armait le sol et mis à nu un limon meuble, sableux, gorgé de gypse, qui cède sous le poids. Un pied d'homme y laisse une empreinte franche. Une roue chargée s'y enfonce. À cela s'ajoute que ces surfaces ne sont ni planes ni régulières. Beaucoup remontent le long d'une pente, franchissent des ondulations, se terminent brutalement au bord d'une ravine. Maria Reich, à qui l'on posa la question pendant des décennies, y répondait avec une ironie constante en faisant observer que d'éventuels visiteurs de l'espace se seraient tout simplement embourbés. Il suffit d'ailleurs de marcher au milieu d'un de ces grands quadrilatères pour que la démonstration se passe de mots. Le gravier disparaît, remplacé par une poudre claire qui monte à chaque pas et se dépose sur les chaussures. Le sol sonne creux, mou, farineux. On y avance comme sur de la cendre tassée, en laissant derrière soi une trace visible que le vent ne comblera pas. Ces esplanades n'ont jamais rien porté de plus lourd qu'une foule de pèlerins. Quant au personnage de la colline, la recherche lui a rendu une famille. Sa tête ronde, ses yeux cerclés, sa posture frontale appartiennent à un répertoire parfaitement identifié sur cette côte, près sur les versants dessinés par la culture antérieure et sur la céramique peinte de la région. Les spécialistes discutent de son identité. Certains y voient un pêcheur, d'autres un officiant religieux, d'autres encore un être mythique ou un homme hibou. Le désaccord subsiste, et il est réel. Il porte sur la nature du personnage représenté, non sur son origine. Aucun élément matériel, aucune tombe, aucun tesson, aucun outil découvert dans cette région depuis un siècle de fouilles n'a jamais suggéré autre chose qu'une production humaine, locale et cohérente avec le reste de la culture. Cette confusion aura eu un effet paradoxal. Elle a rendu la pampa mondialement célèbre, et cette célébrité a fini par lui coûter très cher. Car pendant que l'on débattait de vaisseaux, la menace réelle progressait au niveau du sol, avec une banalité désolante. Elle commence par une ligne droite, la seule que les Nazca n'aient pas tracée. Dans le courant du XXe siècle, la grande route côtière qui relie le nord et le sud du pays fut prolongée à travers le plateau. Le tracé fut décidé sans considération particulière pour ce que l'on ignorait encore. Le ruban de bitume traverse la pampa de part en part et coupe en deux une figure de lézard longue d'environ 180 mètres, dont la queue reste d'un côté de la chaussée et le corps de l'autre. Le contraste y est presque insupportable. Le bruit des camions, l'odeur du goudron chauffé, les remous d'air brûlant à chaque passage, et de part et d'autre du remblai, dans le silence retrouvé, deux moitiés d'un même animal vieux de 2000 ans. La suite tient à des gestes isolés dont le plateau garde la mémoire indéfiniment. En 2014, des militants écologistes déployèrent une immense banderole à proximité immédiate du colibri pour attirer l'attention sur un sommet climatique. En marchant sur la surface protégée, ils y laissèrent des empreintes qui provoquèrent un scandale international. En 2018, un conducteur de poids lourd quitta la route et traversa la zone réglementée, imprimant des ornières profondes en travers de 3 tracés. Sur une plaine où une trace de semelle se conserve des siècles, un pneu de 10 tonnes équivaut à une signature définitive. À cela s'ajoute une pression économique que rien n'apaise. Le district de Nazca abrite un orpaillage artisanal important, plusieurs centaines de mineurs y étant officiellement recensés, et l'activité grignote les marges de la zone archéologique. Le site figure sur la liste du patrimoine mondial depuis 1994, et le périmètre protégé couvre environ 5600 km². Au printemps 2025,
Une décision administrative réduisit ces terres d'environ 42%. La protestation fut immédiate, et quelques semaines plus tard, la mesure était annulée et le périmètre initial rétabli. Le plateau se retrouve ainsi dans une situation que ses auteurs n'auraient pas pu concevoir. Rien de ce qui venait du ciel ne l'a jamais menacé. Ni la pluie qui ne tombe pas, ni le vent qui glisse, ni les visiteurs imaginaires dont on a rempli son histoire pendant un demi-siècle. Tout ce qui l'abîme aujourd'hui arrive par la terre, à hauteur d'homme, sous la forme d'un pneu, d'une semelle, d'une pelle ou d'un trait sur une carte administrative. Un chercheur avance dans la pierraille, un appareil à la main, en direction d'un point que personne n'a jamais visité. Les coordonnées lui ont été transmises la veille par une machine. Il marche 20 minutes, vérifie l'écran, ralentit, s'arrête. Devant lui, il n'y a rien. Du gravier sombre, une légère ondulation du terrain, la chaleur habituelle. Il fait 3 pas de côté, s'accroupit, et la chose apparaît. Une silhouette humaine d'à peine 9 mètres, formée de pierres accumulées, si usée qu'elle se confond avec le sol dès que l'on se relève. Elle attendait là depuis 2000 ans, à quelques centaines de mètres de figures que le monde entier connaît, et aucun œil humain ne l'avait distinguée. Le mouvement a commencé avec les drones, qui ont permis de repérer, autour de la ville de Palpa, des dizaines de figures inédites tracées sur des versants. Puis l'échelle a changé. Une équipe conduite par l'archéologue japonais Masato Sakai, associé à un centre de recherche informatique, a confié l'examen du plateau à un système d'intelligence artificielle entraîné sur les géoglyphes déjà connus, puis lancé sur des images aériennes à très haute résolution. La machine ne cherchait pas des dessins, elle cherchait des anomalies de texture, des agencements de pierres statistiquement improbables. Le système a signalé 1309 emplacements suspects. Aucun n'a été retenu sans vérification, et c'est là que l'affaire redevient humaine. Chacun de ces points a dû être atteint à pied, dans la chaleur, par des équipes qui ont dû s'agenouiller devant des amas de cailloux pour distinguer une forme d'un accident naturel. 6 mois de campagne ont permis de confirmer 303 nouveaux géoglyphes figuratifs. Il avait fallu près d'un siècle pour en identifier 430. Le catalogue a donc presque doublé en une seule saison de terrain. Les recherches se sont poursuivies et le 28 juillet 2025, la même équipe a annoncé la découverte de 248 figures supplémentaires. Le nombre total de géoglyphes figuratifs répertoriés sur la Pampa s'établit désormais à 893. Une partie du plateau reste encore inexplorée. Ces nouvelles figures ne ressemblent pas aux anciennes, et c'est le point décisif. Elles sont petites, souvent moins d'une dizaine de mètres, réalisées non par décapage, mais par accumulation de pierres. Là où les grands animaux du plateau représentent des créatures sauvages, celles-ci montrent en écrasante majorité des êtres humains ou des choses transformées par l'homme, des lamas domestiques, des personnages armés, des têtes coupées, des scènes de rituels. Leur distribution est plus éloquente encore. Elles ne sont pas dispersées au hasard sur la plaine. Elles se serrent le long d'anciens sentiers sinueux, à portée immédiate de qui les emprunte. Une figure de 9 mètres posée au bord d'un chemin se voit parfaitement d'un mètre de distance. Elle est faite pour cela. Elle n'est adressée ni au ciel, ni aux montagnes, ni à une foule rassemblée. Elle est adressée à la personne qui passe. L'analyse de leur enchaînement a conduit Sakai à une lecture d'une grande simplicité. En parcourant l'un de ces sentiers, un voyageur rencontrait une suite de scènes, dans un ordre déterminé, et chaque itinéraire présentait son propre thème. Un chemin racontait le troupeau et la domestication, un autre le sacrifice et les têtes, un autre encore les rapports entre les hommes et les bêtes. Le plateau se met alors à fonctionner comme un récit distribué dans l'espace que l'on ne pouvait recevoir qu'en marchant, une image après l'autre, jusqu'au sanctuaire. En fin de journée, le long de l'un de ces sentiers, l'expérience se laisse reconstituer sans effort. Le sable est tiède, la lumière tombe de côté, et chaque pierre projette son ombre. Une forme se détache à hauteur du genou, puis une autre 30 pas plus loin, puis une troisième après une courbe. Elle se succède au rythme de la marche, à la vitesse d'un homme chargé, dans un silence que rien ne trouble. Rien ici ne demande à voler, tout demande à avancer. Le paradoxe qui ouvrait cette enquête peut maintenant recevoir sa réponse. Ce peuple n'a pas dessiné pour être vu d'en haut, et il n'a jamais eu besoin de voler. La Pampa est une architecture sans murs, dont les lignes sont des couloirs, les esplanades des salles, les animaux des étapes,
et les petites figures des inscriptions posées à hauteur de regard. L'image n'était pas le but, elle était la trace d'un acte. Tracer, entretenir, parcourir, déposer une offrande, recommencer à la saison suivante. Ce que nous prenons pour une œuvre destinée à un spectateur absent était un ouvrage destiné à être utilisé par ceux-là même qui le fabriquaient. Et il se trouve que le premier homme à les avoir signalés, en marchant au bord du plateau il y a près d'un siècle, avait vu juste dès le début. Il y voyait des chemins sacrés. Il aura fallu des avions, des satellites, des drones et une machine à reconnaître les formes pour revenir à l'intuition d'un homme à pied. Ce que nous savons désormais tient donc en une phrase. Nous savons comment et nous savons pourquoi faire. Ce qui demeure ouvert, c'est le motif premier, celui qui a lancé ce chantier de plusieurs siècles. Et sur ce point, la science est franchement divisée, non par ignorance, mais parce que trois lectures solides se disputent le terrain, chacune appuyée sur des données réelles. La première y voit un culte de l'eau, les esplanades tournées vers les nappes et les sommets, les offrandes déposées à leurs abords, une plaine entière transformée en prière adressée à ce qui manquait. La deuxième y voit un réseau de pèlerinages, des voies entretenues par des groupes distincts convergeant vers un grand sanctuaire où l'essentiel se jouait dans la marche collective et dans le récit rencontré en chemin. La troisième maintient qu'une part des tracés relève d'un calendrier céleste, marquant les dates qui commandaient l'année agricole. Ces trois explications ne s'excluent pas totalement, et il est probable que la Pampa, dessinée pendant près d'un millénaire par des générations différentes, n'ait jamais eu une raison unique. À vous de trancher, et le débat est ouvert dans les commentaires. Pour vous, la première intention fut-elle l'eau, le pèlerinage ou le calendrier? Indiquez simplement la version qui vous paraît la plus convaincante et surtout ce qui vous en persuade. L'orientation des esplanades vers les sources, la continuité des tracés faits pour être parcourus ou les alignements solsticiaux qui résistent encore aux vérifications. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose que vous ignoriez, un pouce levé et un abonnement à la chaîne permettront à d'autres curieux de la trouver à leur tour. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.